Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de révision d'électromagnétisme où on va s'intéresser à des questions concernant la propagation électromagnétique dans un plasma. Donc c'est une révision du cours de deuxième année. On va le faire à travers un QCM donc, qui a été donné à l'ICNA en 2016 et qui va reprendre vraiment les démonstrations essentielles de ce cours. Donc comme d'habitude avec ce genre de sujet, le but c'est pas de répondre directement parce qu'on se souvient des réponses ou parce qu'on procède par élimination, mais vraiment d'essayer de refaire les démonstrations pour se préparer, pas forcément au QCM ICNA, mais pour se préparer de manière plus générale à n'importe quel écrit. Bien sûr, si vous passez l'ICNA, là, la stratégie de résolution peut être un peu différente. Donc vous mettez la vidéo sur pause à chaque question, vous cherchez, et puis une fois que vous avez fait la démonstration, que vous avez la réponse, et bien vous pouvez regarder la correction. Donc on s'intéresse à un plasma, hein, on rappelle l'énoncé est ici rappelé, c'est-à-dire un milieu, un gaz ionisé, donc avec des électrons d'un côté de charge -E et de masse ME, et des ions de l'autre côté qui ici ont une charge E dans cet énoncé et de masse très grande devant la masse d'un électron. On vous dit que le milieu est localement neutre, c'est-à-dire que la densité volumique de charge en tout point est nulle, puisque localement on va avoir autant de charge plus que de charge moins, autant d'électrons que d'ions, donc ça va faire une densité volumique de charge nulle à l'échelle locale. On appelle NV le nombre volumique d'électrons, la densité volumique d'électrons, donc en nombre d'électrons par mètre cube, et on vous dit que le milieu est soumis à un champ électrique qu'on va chercher sous la forme d'une pseudo-OPPH, donc pseudo-onde plane progressive harmonique. Pourquoi pseudo? Puisque K qui est un nombre complexe ici. Et donc, on verra un petit peu ce que ça peut donner. Une petite originalité que je souligne dans cet exercice, c'est qu'ici la convention choisie, c'est celle avec un moins dans l'exponentielle. Alors ça ne change pas grand chose à l'interprétation physique, puisque quand on reprendra la partie réelle, on va retrouver la cosinus de oméga t moins kz ou cosinus de moins oméga t moins kz, ça donne la même chose, mais dans les démonstrations, il faudra être vigilant, il y a peut-être avoir quelques petites modifications. Donc voilà ce qui est proposé, et puis on va traiter toutes les questions les unes derrière les autres. Alors, le traitement du plasma, ça peut par exemple être utile pour modéliser la ionosphère qui est autour de la Terre, et il y a souvent des exercices sur les rebonds ionosphériques, c'est-à-dire la propagation d'ondes électromagnétiques qui se réfléchissent sur la ionosphère, et tout ça c'est une application des démonstrations qu'on va voir maintenant. Alors première question, donc on la redonne, on vous demande parmi les quatre affirmations, lesquelles sont exactes, donc à chaque fois vous répondez A, B, C, D ou E, si aucune des réponses n'est possible. Il peut y avoir une ou plusieurs réponses possibles, mais si aucune des réponses proposées n'est valide, il faut mettre la réponse E. Alors on vous demande si la force magnétique est toujours négligeable, si la force magnétique est négligeable si les électrons sont non relativistes, on vous demande si le déplacement des électrons est faible devant celui des ions, et si la composante électrique de la force de Lorentz dépend de la vitesse de la particule chargée. Donc vous mettez sur pause et on va corriger. Alors la seule bonne réponse dans ces quatre propositions, c'est la réponse B, puisque la force magnétique est négligeable si la vitesse des électrons est très petite devant la célérité de la lumière dans le vide. Ça se voit en écrivant le quotient de la force magnétique de Lorentz QV vectoriel B sur la force électrique. Au passage, on voit que la force électrique ne dépend pas de la vitesse de la particule chargée, donc la réponse D est fausse. Et ce quotient, la norme de QV vectoriel B, en ordre de grandeur, c'est QVB. La norme de QE, c'est QE, et donc on va trouver VB sur E. Et en fait, on sait que E sur C, pour une onde, alors c'est quelque chose qu'on a démontré pour une onde dans le vide, une OPPH dans le vide, la norme du champ magnétique B, c'est égal à la norme de E sur C. Si on admet que ce résultat est toujours valide dans un plasma, on voit qu'en ordre de grandeur, VB sur E, bien c'est V sur C. Et donc, c'est très petit devant, hein, si les électrons sont non relativistes. Donc, la condition pour négliger la force magnétique, c'est de considérer les électrons non relativistes. Concernant le déplacement des ions, eh bien en fait, on a, que ce soit pour les ions ou pour les électrons, m fois la dérivée de la vitesse donc de l'ion ou de l'électron sur dt, qui est égale à la force électrique, vu qu'on néglige la force magnétique. On est aussi dans des placements peu denses, donc on néglige toute force de frottement que subiraient les particules. Et la force électrique, c'est Q fois E. Alors Q, c'est E pour un ion ici, puisqu'on vous dit que c'est des ions de charge plus E, et moins E pour un électron. Autrement dit, la norme de la force électrique est la même pour un ion ou pour un électron. Même si c'était des ions de charge plus 2E, plus 3E, plus 4E, en ordre de grandeur, on a la même norme pour la force électrique que pour les électrons que pour la force électrique ressentie par les ions. Donc ce côté-là,
Pour les ions, pour les électrons, en ordre de grandeur, c'est la même valeur. Par contre, la masse d'un électron est largement plus faible que la masse d'un ion. Ce qui fait que si le produit de la masse fois l'accélération vaut F qui est à peu près du même ordre de grandeur pour les ions et les électrons, mais que la masse d'un électron est très faible devant la masse d'un ion, ça veut dire que l'accélération d'un électron, ici, va être très forte devant celle d'un ion pour que le produit masse fois accélération donne la force électrique. Donc autrement dit, c'est plutôt l'accélération des ions qui est négligeable devant l'accélération des électrons, et donc c'est le déplacement des ions qui va être négligeable devant le déplacement des électrons. Donc la réponse C n'est pas bonne, puisque c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on va négliger le déplacement des ions devant le déplacement des électrons. Donc voilà pour cette question. On va passer désormais à la question suivante. En négligeant le mouvement des ions, justement, donc ça pouvait nous donner une idée sur la question précédente, quelle relation existe-t-il entre la densité volumique de courant J et la vitesse complexe d'un électron, V, et que vaut la conductivité gamma du milieu? Donc ça c'est la question 23, vous mettez sur pause, vous refaites les démonstrations, donc, et vous pouvez regarder la correction tout de suite. Donc, J par définition, c'est la somme sur tous les porteurs mobiles de leur densité volumique de charge ρ fois leur vitesse V. Donc ici, il y a J associé aux ions, donc la densité volumique des ions ρ fois la vitesse des ions V, et la même chose pour la densité volumique des électrons fois la vitesse des électrons. Toutefois, on néglige le mouvement des ions devant celui des électrons, donc ce qui fait que ce terme-là va devenir négligeable, et on va trouver la densité volumique de charge associée aux électrons fois la vitesse des électrons. Donc la densité volumique de charge associée aux électrons, c'est le nombre de coulombs par mètre cube apporté par les électrons. Il suffit de compter le nombre d'électrons par mètre cube et de multiplier par leur charge moins E, et le nombre d'électrons par mètre cube, c'est NV. La densité volumique de porteur de charge, la densité volumique d'électrons. La charge des électrons, c'est moins E, donc on va trouver J égale moins NV fois E, fois la vitesse des électrons. Donc ça c'est la réponse A. Et pour trouver la conductivité complexe, il nous faut donc exprimer J. Qui dit exprimer J, dit connaître l'expression de la vitesse V, et ça va se déterminer en appliquant une deuxième loi de Newton sur un électron du plasma. Donc on l'écrit, la masse de l'électron fois la dérivée de la vitesse de l'électron, c'est moins EE, puisqu'on ne considère que la force électrique, et on va se mettre en régime permanent sinusoïdal, puisqu'on a un champ électrique qui nous est donné de cette forme-là, et donc on va se placer on a un système qui est soumis à une excitation sinusoïdale, on va se placer en régime permanent sinusoïdal, et on sait que la dérivée par rapport au temps va être égale à moins I oméga. Quand vous allez dériver un signal par rapport au temps, mais ça va revenir le multiplier par moins I oméga. Pourquoi moins I oméga? Puisqu'on est dans la convention justement où le champ électrique est en moins exponentielle de moins I oméga t. C'est ce à quoi je vous ai de prêter attention tout à l'heure, puisque ça va donc changer le signe qui apparaît dans la conductivité complexe. Donc quand je vais remplacer d de VE sur dt en complexe par moins I oméga VE. Donc là, je devrais mettre des barres en fait en dessous de tous les signaux, puisque je me suis placé en complexe tout de suite. Donc je remets une aussi ici. Et donc, ce qui me permet d'isoler ici la vitesse de l'électron. Donc la vitesse de l'électron qui est là, je l'isole. Ça fait E sur MEI oméga, et en passant le I au numérateur, je fais apparaître un moins ici. Et donc après, pour trouver J, il suffit de remplacer dans la formule J égale moins NE EV qui était ici. On trouve J égale NV E carré I sur ME oméga, et ça c'est gamma, par définition, ce qu'on appelle la loi d'Ohm locale. Enfin, la définition de gamma, c'est la grandeur telle que J égale gamma E. Et donc, voici les solutions attendues à cette question. C'était donc la réponse A et la réponse D. Donc on va passer à la question suivante. C'est la question 24. Déterminer la relation de dispersion. On va faire deux questions d'un coup. Déterminer la relation de dispersion dans le plasma, donc la relation entre K et oméga, et donner l'expression de oméga P qui apparaît dans cette relation de dispersion. Alors peut-être vous connaissez ce résultat par cœur, puisque vous avez appris votre cours, mais vraiment prenez le temps de le redémontrer, puisque c'est une démonstration qui peut tomber régulièrement à l'écrit et qu'il faut savoir faire rapidement. Et donc on y va, vous mettez sur pause, et on va corriger. Alors, pour faire ça, pour avoir la relation de dispersion, la méthode c'est toujours la même, il faut avoir l'équation vérifiée par le champ électromagnétique, donc l'équation d'onde, et injecter dans l'équation d'onde une solution sous forme d'une OPPH, et voir quelle est la relation entre K et oméga qui apparaît. Donc, pour avoir l'équation de propagation, on part des équations de Maxwell,
Équation de Maxwell qu'on écrit dans le plasma. On vous a dit que le plasma était électriquement neutre, donc ρ égale 0, donc la divergence de E est nulle. Et on vient de démontrer que J c'était gamma complexe fois E, donc ρ de B égale mu0J plus mu0 epsilon 0 d rho E sur d rho T, bien je le réécris en remplaçant J par gamma complexe E complexe. Comme j'ai une conductivité imaginaire pure, j'écris les équations de Maxwell avec les signaux complexes directement. Et ensuite, une fois qu'on a les équations de Maxwell, on écrit la formule du rotationnel. Rho de E, c'est le gradient de la divergence de E moins le Laplacien de E. On remplace la divergence de E par 0, ça c'est ce qu'on avait vu ici. Et puis après, le rotationnel du rotationnel de E, eh bien, je remplace rotationnel de E par moins d rond B sur d rond T, et puis j'inverse les dérivées temporelles avec le rotationnel qui sont des dérivées spatiales, c'est un théorème de Schwartz. Et donc, ρ de ρ2, ça fait ρ de d rond E sur d, pardon, ρ de moins d rond B sur d rond T, et ça fait moins d rond sur d rond T de ρ de B, et ensuite ρ de B, je le remplace par cette expression-là. Donc on trouve moins mu0 gamma d rond E sur d rond T, plus moins mu0 epsilon 0 d rond seconde de E sur d rond T carré, qui vaut moins Laplacien de E, et donc on en déduit l'équation d'onde ici, vérifiée par le champ électrique. Pour trouver la relation de dispersion, on injecte dans cette équation d'onde une onde du type pseudo-PPH, donc celle qui était proposée dans l'énoncé. On s'aperçoit que la dérivée de E par rapport au temps, c'est moins I oméga E. Sa dérivée seconde, c'est donc moins oméga carré E. Le Laplacien de E, c'est la somme des dérivées secondes de E par rapport à chaque variable cartésienne de l'espace. Ici, E ne dépend que de Z, donc il n'y a que la dérivée seconde par rapport à Z, et ça fait moins K carré E. Quand on remplace, on obtient cette expression-là, et en simplifiant par E, on fait apparaître mu0 epsilon 0 fois oméga carré moins quelque chose. Ce quelque chose est donc homogène à une pulsation au carré qu'on appelle oméga p carré. Et on obtient donc k carré égale oméga carré moins oméga p carré sur c carré, avec oméga p carré qui est la grandeur entourée ici. Et donc ça répond aux deux questions qui nous étaient posées. À la question 24, la bonne réponse c'était la réponse B, et à la question 25 c'était la réponse D. Et donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux conséquences de cette expression. Question 26. Dans un premier temps, on se place dans le cas où oméga, la pulsation de l'onde est plus grande que la pulsation oméga p, qui est une constante propre au plasma, qui dépend notamment du nombre d'électrons par mètre cube, c'est-à-dire du nombre d'atomes qui ont été ionisés par mètre cube. Donc ça peut dépendre, dans le cas de la ionosphère, de l'activité solaire. Et en tout cas, quand l'onde électromagnétique a une pulsation supérieure à oméga p, on vous demande l'expression de l'indice de réfraction du milieu, ainsi que de la vitesse de phase de l'onde électromagnétique. Alors on va d'abord exprimer la vitesse de phase, et puis on va essayer d'en déduire l'indice de réfraction. En tout cas, vous pouvez mettre sur pause et vous chercher la réponse à cette question, et on corrige. Alors, donc on va commencer par chercher la vitesse de phase. La vitesse de phase, c'est oméga sur la partie réelle de K. Donc il faut déjà que nous trouvions la partie réelle de K. Alors, on connaît K carré, et en plus, on sait que oméga, alors K carré appartient à R, et on a oméga supérieur à oméga p, donc même K carré appartient à R+, si oméga supérieur à oméga p. Et donc, on peut dire que K, c'est plus ou moins la racine de... À la base, K, c'est plus ou moins la racine de oméga 2 moins oméga p 2 sur C. Mais si on s'intéresse à une onde qui se propage dans le sens des Z croissants, on va garder que le plus. Donc voici l'expression de K, qui est donc égale à sa partie réelle, puisque K ici appartient à R. Et on en déduit donc la vitesse de phase, c'est oméga sur partie réelle de K, et donc oméga C sur racine de oméga 2 moins oméga P2. Et on sait que la vitesse de phase, c'est donc la vitesse de l'OPPH, c'est aussi la vitesse de la lumière dans le vide divisée par l'indice de réfraction. Ça, c'est la définition de l'indice de réfraction d'un milieu. C'est si on connaît la célérité de l'onde électromagnétique dans le vide, si on la divise par l'indice de réfraction, on trouve la célérité de l'onde électromagnétique dans le milieu considéré. Et ici, c'est la vitesse de phase, puisqu'on s'intéresse à des ondes progressives monochromatiques, enfin, harmoniques, des OPPH. Et donc Vφ, c'est C sur N, et donc on voit que N, par identification, c'est racine... Voilà, le n qui est ici, par identification avec ça, on voit que c'est racine de oméga 2 moins oméga p2 sur oméga. Et donc, voici la réponse attendue à la question. Donc, à la question 26, ce sont les réponses B et D qui étaient attendues. Donc, question suivante. On s'intéresse maintenant au cas où oméga est plus petit que oméga p, donc l'autre cas. On vous dit que le plasma occupe le demi-espace où Z supérieur à 0, donc vous avez Z égale 0 ici, on peut imaginer ici que c'est l'air.
Puis ici au-dessus c'est la ionosphère, c'est le plasma, et donc voilà, l'onde électromagnétique qui arrive à une pulsation plus petite que ωp, et on vous demande quelle va être l'expression du champ électrique dans le plasma. Alors on note K0 c'est oméga sur C, puis on introduira une constante chi, dont on précisera l'expression, donc là vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on va chercher. Donc, on repart de ce qu'on avait trouvé, on avait trouvé l'expression de k carré. Alors maintenant, comme oméga est plus petit que oméga p, k carré est négatif, ce qui fait que k est forcément un imaginaire pur. Alors k, a priori, est égal à plus ou moins i, racine de oméga p2 moins oméga 2 sur c. Alors je ne sais pas pour l'instant si je choisis le plus ou le moins, donc je laisse plus ou moins i. Et puis maintenant, eh bien, comme j'ai l'expression de k, et que je sais que le champ électrique c'était de la forme E égale EM exponentielle moins I oméga t moins kz, ben je remplace K par les deux valeurs possibles. Et donc pour condenser la rédaction, hop, je mets ici moins plus, puisque quand j'aurais choisi un plus ici, avec la présence du I qui est ici, et la présence du I qui est ici, eh bien je vais obtenir un moins ici. D'accord ? Et on s'aperçoit que donc selon qu'on prenne plus ou moins I racine... le plus ou le moins pour K, on a cette expression pour E avec le moins ou le plus. Et nous, ce qui nous intéresse, a priori, ce qui est physiquement acceptable, c'est un champ électrique qui ne diverge pas quand Z tend vers l'infini, donc il faut garder uniquement le signe moins. Parce que si vous gardez le signe plus, si vous choisissez le signe plus, et bien là, vous avez une onde qui diverge quand Z tend vers l'infini, et ça, c'est pas cohérent avec la condition aux limites en Z tendant vers l'infini. Donc, c'est pas acceptable, donc on garde uniquement le moins sur cette expression ici, ça veut dire qu'on garde le plus sur cette expression ici. Donc on peut conclure désormais que K, voilà, c'est plus I, racine d'oméga P2 moins oméga 2 sur C. Et donc, maintenant qu'on a trouvé l'expression du champ électrique complexe, on prend sa partie réelle, et la partie réelle de exponentielle moins I oméga t, c'est cosinus oméga t. Là, on avait quelque chose qui appartenait à R, et ben ça appartient toujours à R, et donc on trouve le champ électrique. On peut donc identifier à ce qui nous est proposé. Le cos oméga t qui était ici, on le retrouve ici. Et l'exponentielle moins K0 qui Z, avec K0 qui, on identifie, on trouve que K0 qui c'est oméga P2 moins oméga 2 sur C. Et en factorisant par oméga sur C, ça fait oméga sur C, racine de oméga P2 moins oméga 2. Pardon, sur oméga P2 sur oméga 2 moins 1, et ça c'est l'expression de qui, et donc on en déduit que les bonnes réponses, ce sont les réponses C ou D. Donc vous voyez la démarche, hein, si on résume, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On est parti des valeurs de K carré possibles, on en a déduit la valeur de K possible, en choisissant entre le plus et moins par rapport à la physique qu'il y avait derrière. On en a déduit le champ électrique complexe, et en prenant la partie réelle, on a trouvé le champ électrique réel, ce qui était demandé dans la question. Donc on va passer maintenant à la question 28. On nous demande désormais l'expression du champ magnétique B et la valeur moyenne du vecteur de Poynting associé dans le plasma. Toujours dans la condition oméga plus petit qu'oméga P. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour chercher. Alors, nous avons trouvé le champ électrique E, nous avons une pseudo-PPH, c'est-à-dire une PPH avec K complexe, on cherche le champ électrique B. Et bien pour ça, on peut utiliser la relation de structure en complexe, puisqu'ici K est un vecteur complexe. Donc dire que B, le vecteur B complexe, c'est K vectoriel E sur oméga. Ça, c'est l'application de l'équation de Maxwell-Faraday à une pseudo-PPH qui donne directement ça. K, nous avons son expression, c'est I, racine de oméga P2 moins oméga 2 sur C. Hein, on avait dit qu'on choisissait le plus. Porté par EZ, hein, puisque K est dans la direction de propagation. Le champ électrique complexe, nous l'avons trouvé aussi. Donc là, reprenez bien l'expression du champ électrique complexe, hein, puisqu'on travaille en complexe. Divisé par oméga, bon, on calcule le produit vectoriel, on trouve le champ magnétique complexe, mais nous, il nous est demandé ici le champ magnétique réel. Donc il faut prendre la partie réelle, alors, sauf qu'il faut être vigilant, parce que vous avez un I ici, résiduel, et bien ce I résiduel, on peut dire que I exponentielle moins I oméga t, c'est aussi I exponentielle de moins I oméga t, moins I oméga t, plus I pi sur 2, ce que je peux factoriser en fait par I, parce que I c'est exponentielle I pi sur 2, donc je peux factoriser ici par I en disant que c'est exponentielle de I,
pardon, il n'y a plus de i, excusez-moi, je recommence. Désolé. Ça, c'est exponentielle de moins i oméga t plus i pi sur 2. Et ça vaut donc aussi, si maintenant je factorise par i, exponentielle de i moins oméga t plus pi sur 2. Et donc, quand je vais prendre la partie réelle désormais, ça va faire un cosinus de moins oméga t plus pi sur 2. Et ça fait sinus oméga t. Donc comme ça, on peut trouver le champ magnétique. Et donc quand j'identifie par rapport à ce qui m'est proposé dans l'énoncé, eh bien je vois que qui, EM sur C, c'est l'amplitude du champ magnétique. Et donc, on voit que c'est la réponse A qui est ici la bonne. On nous demande maintenant la moyenne du vecteur de Poynting. Alors vous avez deux possibilités, soit vous prenez E réel, l'expression du champ électrique réel, l'expression du champ magnétique réel, et vous faites E vectoriel B sur mu0, là vous aurez le vecteur de Poynting réel, et après vous prenez sa valeur moyenne. Ou alors, comme on nous demande directement la valeur moyenne, on peut dans ce cas-là utiliser les signaux complexes, en disant que la valeur moyenne du vecteur de Poynting, c'est 1/2 fois la partie réelle de E complexe vectoriel B étoile, donc c'est-à-dire conjugué de B complexe, sur mu0. Attention, on ne calcule en revanche jamais E complexe vectoriel B complexe sur mu0, ça n'a aucune signification. Le vecteur de Poynting complexe n'existe pas, on n'a pas le droit de faire de multiplication entre des signaux complexes, puisque quand on multiplie des signaux complexes, on perd la linéarité. On effectue une opération non linéaire, et donc ça nous empêche de revenir après en réel pour trouver le vecteur de Poynting. Donc ça, c'est interdit de faire des multiplications entre signaux lorsqu'on est en complexe, sauf si c'est pour calculer une valeur moyenne. Dans ce cas-là, on utilise la formule de 1/2 de la partie réelle du premier signal fois le conjugué du deuxième signal. Et donc ici, quand on l'applique, ça fait 1/2 de la partie réelle de E vectoriel B étoile sur mu0. Et là, E complexe, nous l'avons, B étoile, B, nous l'avons en complexe. Donc, comme on prend le complexe conjugué, on n'oublie pas que ce i devient moins i, et que le moins i qui était ici devient plus i. On fait le produit des deux, et en fait, on s'aperçoit qu'ici, on a un imaginaire pur, et donc sa partie réelle est nulle, et donc la valeur moyenne du vecteur de Poynting est nulle dans le plasma. Et ça, oui, l'efficacité de cette méthode avec les signaux complexes, c'est qu'on a le résultat très rapidement. Donc, alors ici, j'ai appelé pi le vecteur de Poynting. Bon, dans l'énoncé, était appelé R, peu importe. Donc voilà, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Et donc, pour la suite, je crois que c'était la dernière question. Voilà, donc voilà pour ce sujet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que si vous êtes... donc là, vous avez Z égale 0, vous avez le plasma, et là, vous avez l'air. Eh bien, il n'y a pas d'énergie qui se propage dans le plasma si vous êtes à oméga plus petit que oméga p. Ça veut dire que s'il y a une onde qui arrive ici avec oméga plus petit qu'oméga p, elle n'arrivera pas à propager l'énergie dans le plasma, puisque le vecteur de Poynting, ça caractérise la propagation de l'énergie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, toute l'énergie de l'onde incidente, en fait, va se réfléchir sur le plasma si oméga est plus petit que oméga p. Alors que si oméga est plus grand que oméga p, là, l'onde va réussir à passer. Donc on voit bien que le plasma, finalement, se comporte comme un passe-haut. Il laisse passer les ondes électromagnétiques de pulsation supérieure à oméga p, et il ne laisse pas passer celles qui sont de pulsation inférieure à oméga p. Donc ça permet par exemple de faire des rebonds. Si ça, je vous ai expliqué, c'est la ionosphère, eh bien on peut imaginer qu'on envoie une onde vers la ionosphère, elle se réfléchit, puis elle peut arriver beaucoup plus loin sur la Terre, et par rebonds successifs, on peut parcourir des très grandes distances sur la Terre. Donc ça, c'est une application. Et juste pour information, hein, oméga p dépend de la densité volumique d'électrons dans la ionosphère, donc le nombre d'électrons par mètre cube dans la ionosphère, et ça va dépendre du nombre d'électrons qui vont être arrachés, notamment par dû à l'activité solaire en fait, dans la ionosphère, et donc c'est clair que suivre l'activité solaire va permettre d'avoir une idée de la densité volumique d'électrons dans la ionosphère, et donc de quelles sont les fréquences de coupure du passe-haut que constitue la ionosphère, et donc quelles sont les fréquences qui vont être réfléchies vers la Terre, enfin quelles sont les fréquences qui vont correspondre à des ondes réfléchies vers la Terre et des fréquences qui vont correspondre à des ondes qui traversent le plasma. Donc voilà, on a revu vraiment des démonstrations classiques sur le plasma. Pour autant, il y a quand même toujours des calculs un peu techniques dans ce genre de démonstration, donc même si c'est proche du cours, c'est pas forcément simple pour autant. Et quand ça tombe au concours, les plasmas, il y a quand même souvent des démonstrations très très proches du cours, même sur des concours les plus exigeants. Donc c'est vraiment important de maîtriser toutes ces démonstrations qu'on a revues. Et donc si vous avez fait des erreurs, n'hésitez pas à y repasser un petit peu de temps.